Je vous bel bonsoir, maman qui a gardé nous, merci encore de faire nos confiances, mais toujours qu'après un pile plaisir et ça devine la caïsote pour beau compter parole et puis les invités, pour autres savent aussi que ça qui a passé et c'est quelle l'occasion pour nous. Mais de ici vrai, Peggy Desroses, que nous avons salué, bel bonsoir. Bonsoir. Donc, nous avons beau compter parole et puis dans un petit point de seconde. Donc, les mamans ils savent que nous avons changé de langage. Nous avons parlé en français et puis Peggy. Peggy, c'est maman qui travaille par côté musée départemental archéologie. Nous avons qui rôle, qui fonctionne, qui qualité modèle diplôme, il travaille parce qu'il parlait nous de préventisme. Nous avons qui ça y est, qui fonctionne réellement. Mais avant ça, permettez-moi de saluer Giovanni Shellman et puis Kevin, c'est lui qui a la réalisation technique au Soya. Et puis, tout qui s'y soit la Zotier, par côté la Caraïbe, par côté Paris, nous avons dit autres. Merci encore de faire nos confiances. Alors, Peggy Desroses, vous êtes donc préventiste au musée, la fonction première, préventiste au musée départemental d'archéologie. Alors, c'est quoi un préventiste? Alors, un préventiste, c'est quelqu'un qui s'occupe de la conservation préventive des collections. En fait, il est chargé de surveiller à ce que les collections perdurent dans le temps. Puisque généralement, dans un musée, ce sont des collections qui sont fragiles, puisqu'elles ont été retrouvées dans des contextes assez particuliers, notamment chez nous, contexte archéologique. Donc, ce sont des objets qui ont une datation assez certaine. Et donc, du coup, il faut surveiller ces objets-là pour qu'ils ne s'abîment pas avec le temps et qu'ils soient visibles par les générations futures. Donc, il y a une façon de travailler, une façon de les nettoyer. Il y a des produits ou... Alors, en fait, on s'occupe un peu de tout. Alors, pas seulement de les nettoyer. Oui, ça arrive parce que c'est très important. Mais on s'occupe également de l'environnement des collections. En fait, il y a des températures, un climat à respecter. Au niveau de la lumière aussi, il faut faire très attention. Donc, en fait, c'est vraiment... Les lumières du jour ou les lumières de les lumières artificielles comme les lumières du jour. Donc, en fait, ce sont des objets où il faut absolument surveiller l'environnement dans lequel ils sont conservés. Donc, l'étude que vous avez faite, c'est particulièrement ça, c'est savoir détecter comment positionner, comment nettoyer et éviter un certain nombre de dérives pour les pièces rares. Alors, effectivement, pour mes études, j'ai fait des études assez différentes. J'ai une maîtrise d'archéologie. Et puis, en spécialisation, j'ai fait un Master 2, conservation préventive des biens culturels, où effectivement, on nous a appris à reconnaître les différents dangers qui pourraient mettre en péril les collections. Et en ce qui nous concerne à la Martinique, par rapport à ce que nous avons, quand on prend par exemple ceux de Saint-Pierre ou encore dans les lieux comme le château du Buc ou autre, là, quel est le vrai danger pour des pièces retrouvées? Alors, en fait, le danger il peut venir de partout. Vous pouvez avoir le climat, une catastrophe naturelle, par exemple. On est soumis, par exemple, ici à des cyclones. Donc, ça peut être un danger pour ce type de bâtiment, par exemple. Mais pas seulement, parce que vous avez aussi les êtres humains. On peut avoir des dégradations humaines. Donc, comme tout ce qui est vol, détérioration volontaire, quelqu'un qui décide de taguer sur un bâtiment ancien. Donc, tout ça contribue à une détérioration de soit bâtiment ou collection muséale. Et particulièrement les objets retrouvés qui sont dans les vitres, les trucs comme ça, c'est là qu'il y a plus de fragilité? Alors, ça dépend en fait du type d'objet. Nous, l'avantage au musée, c'est qu'on conserve des céramiques. Les céramiques, disons que c'est ce qu'il y a de moins fragile dans les collections, mais on a aussi des collections ethnographiques, donc des objets qui sont fabriqués en plumes ou dans des matériaux végétaux. Donc ces objets-là sont particulièrement sensibles. Voilà, ils sont très fragiles. De toute façon, ce n'est pas mis à la disposition du toucher du grand public. Alors malheureusement dans les musées, ou plutôt heureusement, dans les musées, ce type d'objet-là n'est pas mis à portée des visiteurs. C'est très important. C'est bien protégé. Et là aussi, c'est un réel travail, cette protection, parce qu'il faut choisir le vitre, l'épaisseur et tout ça? Tout à fait. Alors, en fait, parce que dans la conservation, il y a aussi tout ce qui est sûreté. Donc, pour empêcher les vols, donc il faut avoir un certain type de vitre, c'est-à-dire que n'importe quelle personne ne peut pas venir et briser la vitre facilement. Vous avez aussi des systèmes de caméras de surveillance, etc. Voilà. En fait, tout un
Un complexe est mis en place pour éviter qu'il n'arrive rien à ces collections. Bien, donc ça c'est le rôle de préventif, mais vous ne faites pas que ça en fait. Non, je ne fais pas que ça au musée. Je suis également chargée de la conception des expositions, puisqu'au musée, en fait, nous proposons au public chaque année une exposition. Et donc, en fait, je suis chargée de tout ce qui est recherche scientifique, écriture des textes, etc. La mise en place de l'exposition du début jusqu'à la fin. Et quand vous parlez de la mise, les recherches, les mises en texte, donc vous faites appel également à des collectionneurs privés pour... Alors, c'est-à-dire que ça dépend de quel type d'exposition que nous faisons. Par exemple, en ce moment, nous avons une exposition sur un peuple qui est pas très bien connu dans les Antilles, qui s'appelle les Garifuna, aux Caraïbes noirs. En fait, pour faire cette exposition-là, j'ai dû me mettre en relation avec d'autres personnes habitant dans la Caraïbe, d'autres chercheurs, pour me donner des éléments d'information me permettant de bien préparer cette exposition. Et cette exposition, elle est déjà montée? Oui, elle est en place depuis décembre et elle est visible jusqu'en fin mars. Jusqu'en fin mars. Et beaucoup de personnes ont trouvé intérêt à venir voir cette exposition? Alors, pour les retours, jusqu'à maintenant, les retours que nous avons sont positifs, puisqu'en fait, s'agissant d'un peuple qui était pas très bien connu, voilà. Donc, la plupart des gens sont étonnés de savoir et on les retrouvait où exactement? Alors, en fait, ce sont des individus dont, disons, la communauté est née à Saint-Vincent, à Saint-Vincent et les Grenadines. Mais aujourd'hui, on les retrouve pas seulement à Saint-Vincent, on les retrouve aussi en Amérique centrale du Sud. Donc au Belize, au Honduras, enfin dans tous ces endroits-là. Donc il y a encore... oui, on a des descendants de Garifuna aujourd'hui. Et en Martinique? Non? Non, absolument pas, parce qu'en fait c'est une histoire assez particulière, puisque en fait ce peuple est né d'une rencontre, la rencontre entre les Africains et les Amérindiens, mais sur l'île de Saint-Vincent. C'est-à-dire que contrairement aux autres populations africaines qui étaient mises en esclavage dans les autres îles à ce moment-là, eux, en fait, ils se sont réfugiés à Saint-Vincent et c'était un peuple relativement libre. Ouais, donc, c'est pourquoi d'ailleurs qu'ils n'ont pas pu, heureusement pour eux. Tout à fait. Voilà. En fait, leur histoire est quand même assez complexe parce qu'en fait, ils ont dû se battre contre les siècles. Pour garder leur liberté contre les Anglais, contre les Français, etc. C'est vrai que le passage de la Caraïbe est difficile entre les Anglais, les Espagnols, tout à fait. les Français, et puis tout ce qu'on connaît. Voilà. Donc, il faut être fort en fait pour vivre aux Caraïbes. Voilà. Et donc, ça c'est une exposition qui est visible quand même jusqu'en fin mars. Tout à fait. Donc, les horaires, donc il n'y a pas de problème, ils peuvent toujours venir. Les horaires d'ouverture du musée. Et puis, bientôt, une autre exposition sera mise en place. Alors, ce n'est pas une exposition, ce sera une conférence. Une conférence, pardon, pour moi. C'est vendredi. Voilà. Ce vendredi, nous proposons au public une conférence dont le thème est la diététique, disons la modernité de la diététique amérindienne. En fait, on a voulu faire un rappel de la façon dont les Amérindiens consommaient les aliments. Et aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire... Ce que nous avons perdu, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, en fait, il s'agissait pour nous de mettre en avant leur façon de manger, ce qu'ils mangeaient, et de voir ce qu'on consomme encore aujourd'hui que les Amérindiens consommaient à l'époque. Et à la période également? C'est aussi les périodes bien précises pour les aliments? Non, pas de période bien précise pour les aliments. Bon, évidemment, comme tout, il y a un cycle, puisque évidemment, tout ne pousse pas à la même période. Mais en fait, il s'agissait surtout de déconstruire certains préjugés, notamment sur ce que nous consommons, nos légumes pays par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça fait grossir. Que ça donne du diabète. Voilà, tout à fait. Et toute espèce de choses. Exactement. Alors que finalement, ce sont des fruits ou des légumes qui étaient consommés à l'époque amérindienne. Alors nous sommes concentrés uniquement sur ce qui était consommé par les Amérindiens et qu'on consomme aujourd'hui. Voilà. Uniquement ça. Voilà. Et pour montrer qu'en fait, non, que ces aliments-là peuvent être consommés sainement
et que non, ils ne font pas forcément grossir, ils ne donnent pas forcément le diabète, etc. C'est plutôt notre façon peut-être de les consommer qui n'est pas très bonne. Donc du coup, on a fait appel à deux, je suppose, oui. Des nutritionnistes. À deux professionnels. Alors, on a une experte en diététique en la personne de Sylvia Eloadin. Oui. Et on aura un ethnopharmacologue en la personne de Monsieur Nossin. Ah oui, qu'on ne présente plus. Voilà, qu'on ne présente plus. Donc en fait, ces deux personnes-là vont animer cette conférence et nous donner toutes les clés pour apprendre à un peu mieux manger. À se réapproprier. Voilà, et surtout à se réapproprier nos produits locaux. Voilà. Alors, 2-3 éléments sur ce que consommaient les Amérindiens qu'on consomme aujourd'hui. Eh bien, par exemple, vous retrouvez des tubercules. Comme la manioc. Comme le manioc. Ouais. Mais en particulier le manioc amer, parce que les Amérindiens, c'était la civilisation du manioc amer, pas le manioc doux. Pas celui qu'on prend en farine? Alors, si, c'est celui qu'on prend en farine. C'est celui qui est transformé, qui est obligatoirement transformé. Après, vous avez la patate douce, vous avez dans les fruits, vous avez l'ananas. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui étaient consommés par les Amérindiens qu'on consomme encore aujourd'hui. Et voilà, et c'est vrai que quand on revient sur la farine de manioc, les gens s'imaginent que manger de la farine de manioc, bon ben, voilà. Alors que je me souviens, moi, on me donnait de la farine de manioc et du sucre. Oui. Vous en avez mangé? Mais même moi, oui, tout à fait, j'en ai mangé. C'était plein de vitamines. Voilà, tout à fait. Avec notre bon sucre martiniquais. Hein. C'est surtout ça, bien mélangé dedans. Voilà, bon, après, ils ne consommaient pas que des tubercules, après, beaucoup de poissons. Bien sûr. Ah oui, il y avait beaucoup de poissons. Puisque, en fait, ils vivaient de la chasse, de la pêche et de l'agriculture. C'est surtout ça, et il n'y avait pas de friture chez eux, je crois. Absolument pas. C'est surtout ça qu'il faut qu'on retienne. Mais vraiment pas. Pas de friture, ça n'existait pas. Voilà, donc en fait, les méthodes de cuisson aussi seront exposées. Donc il y avait des feuillets diffés. Oui. Donc, effectivement, il y a la cuisson sous la cendre, le boucanage, les choses comme ça. Donc, et là, c'est vraiment une belle spécialité de pouvoir manger un carreau de fouille à pain, par exemple, sur le morceau de charbon. Oui. Et c'est tout aussi bon, sans huile avec. Sans huile, voilà, très important. Oh, bon, on peut prendre un petit peu de graisse, non on peut satisfaire un petit peu notre palais. Ils en consomment, de la graisse, ils consommaient pas. Ils ne consommaient pas. Du tout. Bon, ils consommaient déjà dans la viande naturelle. Alors, naturelle de la viande ou du poisson. La graisse de poisson. Peu de viande, en tout cas, de ce qu'on peut lire dans les sources ethno-historiques. Pas forcément énormément de viande, surtout des produits venant de la mer. C'est ça. Même au niveau des fouilles archéologiques, on a retrouvé un certain nombre de restes osseux, mais qui renvoient plutôt à des produits de la mer. D'accord. Donc, soit du poisson, des crustacés, des choses comme ça. Ouais. Au niveau de... Bon, il y avait effectivement de la consommation de viande d'animaux qui ont complètement disparu à la Martinique. Je ne sais pas si... le public a déjà entendu parler de la goutie, par exemple. Ah oui, la goutie qui ressemble un peu à la langouste. Enfin, disons un gros rat. Ouais, c'était un peu comme gros rat, voilà. Entre le manicou et... Voilà. Et donc, en fait... Qu'on retrouve, il me semble, en Guyane. En Guyane et en Guadeloupe aussi. Alors, en Guadeloupe, je ne sais pas. Ouais. Je ne pourrais pas vous dire, mais en Guyane, c'est sûr, on en retrouve encore. Donc, voilà. Mais ça, ce sont des animaux qui ont complètement disparu de la Martinique. De la Martinique, oui. Donc voilà, il y avait de la consommation d'agoutis, de la tortue aussi, de ce qu'on peut lire. Protégé. Important. Oui, donc on va pas dire qu'on va manger de la tortue pour ressembler aux Amérindiens. Donc. Voilà, tout à fait. Non, mais cette conférence-là, on a accès vraiment essentiellement sur ce qui était consommé à l'époque et qu'on consomme aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on ne consomme pas de tortue parce sauf pour les braconniers, c'est interdit. Interdit à la consommation. Encore une fois, c'est interdit. Interdit, protégé. Voilà. Et les manicous aussi. Oui, protégé. Bon, ça, par contre, ils n'en mangeaient pas ça. D'accord. Non, ils n'en mangeaient pas. Donc, on a retrouvé des rats de rizière aussi. Ouais. À l'époque, on a retrouvé pas mal de restes osseux dans les fouilles archéologiques. Puis, comme je vous disais, alors il y a le lambi, par exemple, qui était vraiment fortement consommé. Très consommé. Alors, deux choses. En fait, ils consommaient la chair, mais en profitaient pour utiliser la conque pour faire des outils, par exemple, des haches, des choses comme ça.
Et après, il y a eu quand même la fabrication de la chose. C'est eux. Non, ça c'est vraiment plus tard. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'accord. Non, eux, parce que même leur construction, c'était des végétaux qui étaient utilisés. Donc, comme tous les boîtibombes qu'on retrouve aujourd'hui. D'accord, la chaux est venue vraiment plus tard avec les Européens. Voilà. Donc, on saura tout. Vendredi, c'est à partir de quelle heure? Alors, c'est vendredi à partir de 18 h à l'hôtel du Conseil Général à Saint-Émile Maurice. Voilà. Et avec deux intervenants. Voilà, je rappelle, monsieur Nossin, Emmanuel Nossin, qui est ethnopharmacologue, et madame Sylvia Eloidin, qui est experte en diététique. Bien, parfait. Merci beaucoup, Peggy. Et puis, on se retrouve très certainement pour une autre grande exposition dans ce style. J'espère bien. Parfait. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Giovanni Shellman. Merci également Kevin. Merci aux téléspectateurs. Nous, quand pour langue, c'est qu'il y a pour des mots souhaits à compter. C'était dans l'autre palais pas bouge d'ici là. Je vous attends l'autre découp. Bonsoir tout le monde.